Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous dans ce grand JT de l'éducation. Voici le sommaire. Vendredi 28 mars, journée mondiale de lutte contre l'endométriose. Nous allons évoquer cette maladie longtemps méconnue qui touche près de 2,5 millions de femmes en France. Lindsay Bacala, fondatrice et présidente de l'association Endométriose et Douleurs Neuro, sera avec nous. Nous allons vous proposer également de revoir l'entretien avec Anaïs Reynaud aux côtés de Virginie Guillaume. Elle était revenue pour présenter l'exposition Empreinte Carbone qui se tient jusqu'au 11 mai prochain au Musée des Arts et Métiers à Paris. Et puis dans son panorama du vendredi, Guillaume Buand nous emmène au Musée d'art et d'histoire du judaïsme pour découvrir l'exposition Alfred Dreyfus, Vérité et Justice, 250 documents et une soixantaine d'œuvres d'art qui racontent l'homme et la machination judiciaire dont il fut victime. Guillaume qu'on retrouve tout de suite évidemment pour l'actualité en bref. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Loïc, bonsoir à tous. On commence avec François Bayrou et Elisabeth Borne qui étaient en déplacement dans les Hauts-de-Seine avec le programme La refondation de l'école. Et cette phrase, l'éducation est la mère de toutes les batailles, ce sont les mots utilisés par François Bayrou. Face au corps professoral et à la presse, le gouvernement a donc identifié deux difficultés qui sont, je cite une nouvelle fois, les chevaux de bataille de l'exécutif. D'un côté, la reconquête de l'écrit, avec l'image qui tient une place prépondérante aujourd'hui, les réseaux sociaux, les tablettes, les smartphones que pointe du doigt notamment le Premier ministre, avec un investissement dans la lecture au travers de livres mais également d'articles. Et puis autre point évoqué, la formation, le recrutement des professeurs pour faire face à la pénurie que connaît le secteur et notamment dans certaines académies qu'a de nouveau énoncé le Premier ministre, que ce soit celle de Versailles, de Créteil ou encore dans les Outre-mer. Donner l'envie d'enseigner, c'est l'objectif. Comment cela va se passer? Les explications de la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne. À partir de la rentrée 2026, une licence pluridisciplinaire préparatoire au professorat des écoles sera proposée sur tout le territoire. Elle permettra aux étudiants de suivre un parcours sur 3 ans, exigeant, professionnalisant et couvrant l'ensemble des disciplines dispensées à l'école dans le primaire. Cette licence aura pour objectif de susciter des vocations dès la sortie du lycée et de mieux préparer les étudiants aux réalités du métier auquel ils se destinent. Elle reposera sur un cahier des charges ambitieux avec 70% des enseignements consacrés aux savoirs fondamentaux. Et elle prévoira également des périodes de stage dans les écoles. Elle intégrera une formation renforcée en sciences et dans les savoirs fondamentaux, ainsi qu'aux différentes méthodes et situations d'enseignement. Alors, autre avancée annoncée par Elisabeth Borne, cela concernera cette fois-ci le recrutement. Les concours pour les professeurs du premier et du second degré, ainsi que celui de conseiller principal d'éducation, seront dès la prochaine session positionnés à la fin de la licence. Cette évolution vise 3 objectifs: attirer davantage de candidats, préparer plus tôt au métier et élever le niveau de formation des futurs enseignants. Les lauréats bénéficieront ensuite de 2 années de formation professionnalisante en master au lieu d'une seule aujourd'hui. Ce temps supplémentaire est essentiel pour renforcer le niveau disciplinaire et mieux préparer à l'entrée dans le métier. Durant ces 2 années, les futurs enseignants alterneront stage en école ou en établissement et formation académique au sein d'un institut national supérieur du professorat. Alors pour ce faire, les universités vont mettre en place justement ces licences partout sur le territoire. La première année de master, il s'agira donc d'élèves fonctionnaires qui vont toucher 1 400 € net par mois. La deuxième année, un enseignement à mi-temps, cette fois-ci devant les élèves avec un salaire de 1 800 € net par mois. L'objectif, on le rappelle, c'est de retrouver de l'attractivité dans ce métier de professeur et d'enseignant. L'an dernier, ce sont plus de 3000 postes qui n'avaient pas été pourvus au concours. Ce vendredi 28 mars marque donc la journée mondiale de lutte contre
contre l'endométriose. On va en parler dans notre débat tout à l'heure. Et la ministre de la Santé a dévoilé un plan pour mieux informer les soignants et les jeunes au dépistage. Elle était en déplacement dans le sud-ouest aujourd'hui. Une maladie gynécologique, chronique qui peut provoquer des règles douloureuses, des problèmes de fertilité. L'objectif étant de former les médecins libéraux ainsi que les autres professions de santé concernées à mieux repérer cette pathologie, à mieux accueillir aussi les femmes une fois la maladie identifiée. Pour ce faire, dès la semaine prochaine, la ministre va signer un décret pour rendre des tests salivaires de dépistage de l'endométriose donc accessibles dans une vingtaine d'hôpitaux supplémentaires sur les 80 déjà accessibles. Une détection qui est précoce, qui est d'ailleurs une très bonne chose pour les femmes. Écoutez à ce sujet Sofiane Bendifala, il est chirurgien gynécologue. Il est responsable du centre d'expertise en endométriose justement à l'hôpital américain de Paris. C'est au micro de France Info. Toutes ces mesures sont vraiment des avancées majeures pour le pays et pour les patientes qui en ont besoin et qui en ont surtout besoin pour être diagnostiquées très tôt et de manière plus certaine afin que nous, médecins, puissions organiser à la fois la prise en charge du soin derrière et faire de la prévention sur les conséquences sur la vie sociale, la vie personnelle, la fertilité. Toutes ces dimensions qui jusque-là étaient un peu passées en seconde ligne mais maintenant vont pouvoir être traitées très vite. Et c'est extrêmement positif de se dire que dorénavant, nous aurons un diagnostic à la fois précis, rapide, fiable et qui nous permettra maintenant de mettre comme second sujet le soin et l'accompagnement des patientes. Et il est également question de sensibilisation cette fois-ci au sein des établissements scolaires et notamment auprès des lycéennes. C'est une bonne chose pour réduire les délais du diagnostic. Écoutez une nouvelle fois le médecin. C'est véritablement là que les choses débutent. On a maintenant des résultats sur des études qui rapportent bien que les premiers symptômes sont dès l'adolescence et à titre personnel, en consultation très régulièrement, lorsqu'on écoute nos patients, on voit bien que ces symptômes ont débuté très tôt et qu'entre l'adolescence et l'âge adulte, dans cette transition difficile, il n'y a pas eu d'écoute ou véritablement d'accompagnement, de sensibilisation. Et plus tôt, on sera en capacité d'expliquer ce qu'est l'endométriose et ce qu'elle peut avoir comme conséquence. Plus tôt, on pourra accompagner nos jeunes patientes et puis au-delà, prévenir les éventuelles conséquences à l'âge adulte. Les règles ne sont pas censées faire mal. Donc, on doit maintenant changer de paradigme. Et le véritable paradigme, c'est les règles sont douloureuses. Nous devons vous écouter, nous devons vous accompagner, nous devons vous apporter un diagnostic. Et c'est en ce sens que c'est véritablement une véritable avancée. Alors 1,5 million à 2,5 millions de femmes sont concernées par l'endométriose. Allez, on va évoquer à présent cette enquête publiée par la Fédération des étudiants en sciences infirmières. Leur santé mentale se dégrade. Oui, pour 7 étudiants sur 10 qui se déclarent très dégradés ou dégradés depuis leur entrée en formation. 61% des étudiants tout de même considèrent ne pas se sentir écoutés ou moyennement lorsqu'ils font remonter notamment les problématiques qui touchent la formation. Un sentiment qui peut aussi les conduire à interrompre ou à arrêter cette formation. C'est le cas de 7 étudiants sur 10. Les raisons sont notamment les suivantes: les conditions de stage, les difficultés lors de la formation théorique et puis les difficultés financières. Un tiers notamment des étudiants prend des traitements, des anxiolytiques, des antidépresseurs. Conséquence de quoi on a quand même 20% de ces étudiants qui ont déjà eu des idées suicidaires. 1 sur 10 a d'ailleurs tenté de se suicider. Autre constat qui est fait par cette fédération, c'est la précarité de ces étudiants indemnisés. Moins de 1 euro de l'heure en première année, 1,71 € de l'heure en dernière année. Le montant minimal, rappelle la fédération, doit être de 4,35 € de l'heure par jour. Et d'ailleurs, face à ce constat, un étudiant sur 3 saute un repas. Donc la fédération demande tout simplement un renforcement des ressources, des effectifs et d'aide de soutien psychologique à ces étudiants, une hausse des rémunérations. Il faut savoir que ces élèves infirmiers sont quand même au nombre de 120 000. Ils sont dispersés dans près de 350 établissements en France. Direction l'Oise avec une enseignante accusée de violence sur un enfant autiste dans une école inclusive. Suite à plusieurs signalements de la part de ses parents, l'institutrice a donc été suspendue. Ces derniers ont porté plainte pour maltraitance physique et psychologique. Selon plusieurs médias, l'enseignante est mise en cause pour des faits de violence verbale mais également physique. Elle aurait donné à cet enfant de 10 ans des coups de pied. Elle l'aurait piqué avec une punaise également. L'enseignante avait rejoint en début d'année scolaire cette école publique qui propose donc ce dispositif d'accueil inclusif pour ses élèves. Et c'est une histoire qu'on espère ne plus voir à la une de l'actualité et peut-être que ça va bien sûr arriver puisque après les EHPAD, les établissements pour personnes handicapées accueillant les enfants et donc les structures avec hébergement sont dans le viseur du gouvernement justement pour débusquer ce genre de violence. Les maltraitances notamment ou encore les dysfonctionnements, c'est l'objectif qui est affiché par le gouvernement et notamment la ministre en charge de l'autonomie et du handicap, Charlotte Parmentier-Lecoq. L'objectif étant de contrôler 500 établissements d'ici la fin de l'année. C'était la promesse donc qui a été faite par la ministre hier en conférence de presse.
Comme on veut faire un maximum de contrôles sur site et des contrôles qui seront évidemment inopinés, ce que l'on souhaite, c'est cibler en fonction de là où il peut y avoir plus de risques. Donc on sait bien qu'il peut y avoir plus de risques lorsqu'il s'agit de structures avec hébergement. Donc c'est pour ça qu'elles seront ciblées en priorité. Et il peut y avoir aussi plus de risques lorsqu'il s'agit des enfants et lorsqu'il s'agit aussi de personnes avec des handicaps qui ne permettent pas une expression ou pour lesquels l'expression est plus difficile. Et concernant les EHPAD, rapidement, les contrôles sont quasiment terminés sur les 7500 qui ont été effectués. 11 ont dû notamment fermer, 40 signalements au procureur pour des cas graves de traitement inhumain et de mise en danger des résidents. C'est moins d'1% des établissements qui ont donc été sanctionnés. Allez, pour terminer, il va y avoir du changement d'ici au 1er avril dans notre quotidien. Le traditionnel, effectivement, changement. Plusieurs à vous soumettre. Déjà, face à l'inflation, la prime d'activité va légèrement augmenter, notamment pour un bénéficiaire célibataire sans enfant à charge. Le gain va être donc de 10,58 € avec une allocation qui est portée à 633 €. Le montant maximum aussi de l'allocation aux adultes handicapés sera donc revalorisé, relevé de 1,7%, passant de 1016 € à 1033 €. Et puis le RSA également revalorisé de 1,7 pour un couple avec 2 enfants. Le montant donc s'élèvera à 1334 € et donc à 1357 d'ici le 1er avril. Et puis sur la santé toujours, les rendez-vous fameux MT Dents qui concernent les 3-24 ans. Ils ne seront plus dispensés tous les 3 ans, mais ils seront donc proposés à ces jeunes tous les ans. L'idée étant de faire des examens dentaires pris en charge notamment par la sécurité sociale et aussi par le gouvernement. Merci beaucoup Guillaume. On se retrouve tout à l'heure pour évoquer cette exposition autour d'Alfred Dreyfus. Merci beaucoup. Et vous le disiez il y a un instant, près de 2,5 millions de femmes souffrent d'endométriose en France. Et pendant longtemps, cette maladie a été raillée, invisibilisée, mal diagnostiquée. En cette journée donc mondiale de lutte contre l'endométriose, la ministre de la Santé, Catherine Vautrin, a annoncé plusieurs mesures qui devraient faire avancer les choses. On en parle avec notre invité tout de suite. Un nouvel espoir dans la prise en charge et le traitement de l'endométriose en France. On en parle avec Lindsay Bacala qui nous attend en distanciel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes fondatrice et présidente de l'association Endométriose et Douleurs Neuro. Ce 28 mars, c'était donc l'information et l'action autour de cette maladie partout dans le monde. Selon vous, est-ce qu'enfin on la comprend mieux, on l'appréhende mieux, ou est-ce qu'il reste encore beaucoup de chemin ? Alors, on a l'habitude de valoriser toutes les démarches qui sont faites de sensibilisation autour de l'endométriose. Donc, dans une vue positive de l'avenir, je vous dis que forcément, ces 10 dernières années, il y a eu énormément de choses qui ont été faites. Après, malheureusement, si on regarde un petit peu dans le détail, il y a toujours des choses à améliorer par rapport à la prise en charge des patientes et surtout à la connaissance de la maladie auprès des professionnels de santé. Donc, on a encore du travail. Alors on va en parler justement puisque la ministre de la Santé, Catherine Vautrin, a fait quelques annonces cet après-midi. Peut-être pour revenir sur cette maladie, quels en sont les symptômes et les conséquences de façon très concrète ? Donc concrètement, je pense que ce qu'on rencontre majoritairement, on va avoir des douleurs chroniques pelviennes majoritairement. Donc, il faut savoir que l'endométriose est une maladie systémique qui ne touche pas que l'appareil reproducteur. On peut avoir, comme c'est le cas dans beaucoup de patientes de notre association, des douleurs neuropathiques au niveau des jambes. On va avoir des douleurs pendant les règles, des douleurs pendant les rapports, de nombreuses douleurs digestives, énormément de fatigue et concrètement un impact considérable sur la santé de la personne et la vie de la personne de manière globale. Et un impact, bien sûr, un retentissement psychologique des conséquences de ces incapacités, des impossibilités d'avoir une vie normale. Et c'est surtout une maladie qui, pendant longtemps, a été un peu moquée. C'est vrai qu'on disait les femmes en font trop, c'est juste des douleurs de règles. Ça a été complètement minimisé avant qu'on se rende compte évidemment de la gravité de la chose. Exactement. Alors je peux vous dire que pour en être moi-même atteinte, et j'ai une endométriose qui est vraiment extrêmement complexe et challengeante, les personnes qui ont de l'endométriose sont des personnes courageuses parce que pour supporter tout ce qu'on supporte, allier vie de famille, vie professionnelle et surtout on sent une résilience et une volonté de toujours mieux faire. Je peux vous assurer que c'est vraiment un défi et en termes de douleur, ça se rapproche à une crise cardiaque ou ce qu'on peut ressentir dans des douleurs d'accouchement. Et ça, on l'a majoritairement depuis qu'on a 13 ans jusqu'à la fin de notre vie parce que l'endométriose ne s'arrête pas comme on pourrait le croire à la ménopause, surtout quand vous avez des atteintes qui sont un petit peu à l'extérieur
des points les plus communs. Donc c'est vraiment tout au long de la vie qu'on supporte toutes les répercussions de cette maladie. Puis c'est vrai qu'il y a eu récemment des porte-paroles connus, je pense notamment à Enora Malagré, ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste, qui porte ce combat au quotidien depuis plusieurs années déjà. Ça aussi, la parole qui se libère, ça a été un souffle nouveau d'énergie pour vous et pour toutes celles qui en sont atteintes. Bien sûr, parce que du coup, on a des personnes qui peuvent représenter notre maladie, qui peuvent surtout dire ça nous touche aussi. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes une journaliste connue que la maladie en fait ne va pas vous toucher. Ça peut être des actrices, ça peut être des personnes qui travaillent aussi dans le milieu médical. Donc ça touche vraiment toutes les personnes. Donc aujourd'hui, 1 à 2 femmes, on dit plutôt une femme sur 7 à peu près. Donc c'est énorme. On a toutes et tous une personne qui a de l'endométriose dans nos proches. Oui, c'est 2,5 millions de femmes en France, à peu près 1 femme sur 10. On va revenir donc justement sur ces annonces de Catherine Vautrin. Elle a été en déplacement cet après-midi en Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de cette journée mondiale. Elle a signé une charte avec l'Agence régionale de santé et les soignants pour que les médecins et les infirmiers soient mieux formés au diagnostic de la maladie et à la prise en charge également. Alors, on salue évidemment l'initiative, vous l'avez dit tout à l'heure, il faut pousser tout ce qu'il y a de positif, mais est-ce que ça arrive peut-être trop tard et surtout de quelle manière ça va être mis en acte sur le terrain? C'est surtout ça qu'on se pose comme question. Exactement. Alors, il y a dans son annonce quelque chose qui me gêne un peu dans le focus où on fait souvent sur l'infertilité. Alors bien sûr que comme tous les symptômes, et je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, l'infertilité est une des conséquences, mais quand on prend les douleurs neuropathiques, aujourd'hui elles touchent 40% des personnes et l'infertilité à la même hauteur que les douleurs neuropathiques. Pourtant on n'en parle pas autant. Donc je pense qu'aujourd'hui, la majorité des gens ont compris que ça pouvait amener à des difficultés pour avoir des enfants, mais dans le cadre d'une endométriose qui est très complexe, je pense que vous êtes tellement malade que le focus ne doit pas être fait uniquement sur nos incapacités à avoir des enfants, même si ça impacte fortement, mais comment on évite la chronicisation de la maladie, qui engendrera toutes les conséquences finalement. Vous voyez, juste concentrer la prise en charge de l'endométriose à notre condition de femme, pour moi c'était un petit peu limitant et ça nous ramène encore malheureusement aux annonces qui ont été faites par Emmanuel Macron où on devait absolument... je ne me rappelle plus exactement le terme, mais réarmer la France, c'est une dynamique qui ne correspond pas à une vision humaine de la prise en charge des femmes aujourd'hui. Donc, très intéressant de faire des choses pour la fertilité, mais il ne faut pas oublier que c'est une maladie chronique inflammatoire qui a des conséquences vraiment dramatiques et que les problèmes digestifs vous empêchent réellement de vivre, les problèmes neuropathiques vous empêchent de vivre à la même hauteur sûrement que l'infertilité. Donc concentrons-nous sur trouver des réelles solutions de lutte contre cette maladie, de sensibilisation et surtout d'action concrète pour les sciences, pour... justement valoriser, de comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette maladie pour trouver un traitement plutôt que de se concentrer sur notre capacité à uniquement du fait de notre condition de femme. C'est une invitation à voir un peu plus large dans la prise en charge de cette maladie complexe. Alors néanmoins, on va encore se concentrer sur le positif. Il y a donc cette formation pour les soignants, pour une meilleure prise en charge, parce que, et là le chiffre est quand même assez effrayant, il faut 7 ans. Aujourd'hui, ce sont des chiffres de l'assurance maladie. Il faut 7 ans pour qu'une maladie soit diagnostiquée. C'est énorme, 7 ans. Oui, encore 7 ans dans le meilleur des cas. Et je pense que les jeunes femmes, on va dire entre 13 et 20 ans, aujourd'hui se font rapidement diagnostiquer. Donc on va dire qu'il y a quand même... un écart entre ma génération, donc je vais presque avoir 40 ans, et les nouvelles générations, et tant mieux. Mais dans ce lot, dans cette moyenne, il y a aussi des femmes qui ont eu plus de 20 ans d'errance, et c'est ce que je vous disais précédemment, 20 ans d'errance, ça laisse vraiment le temps à la maladie de se développer et à impacter les organes, en fait, qui, une fois qu'ils sont dysfonctionnels, on ne peut plus revenir en arrière. Alors justement, parlons de ces nouvelles générations, puisque la ministre a également assisté à la signature d'une charte entre l'ARS et le rectorat de Nouvelle-Aquitaine pour mieux sensibiliser et informer les lycéennes et les lycéens. Là encore, en fait, le nerf de la guerre, il est là. C'est-à-dire que si on touche les jeunes, on a quasiment gagné, entre guillemets bien sûr, hein. Exactement. Alors c'est une très bonne chose déjà qui est de la sensibilisation parce que ça va permettre de lever les tabous derrière justement qu'est-ce que c'est l'endométriose. Ce n'est pas uniquement une maladie qui fait mal pendant les règles, c'est vraiment une maladie chronique inflammatoire qui vous impacte globalement dans votre vie. Et si on prend justement la problématique à la racine, on évite la chronicisation et l'impact que nos générations ont aujourd'hui et c'est justement pour ça qu'on lutte.
Vous estimez, vous, que les lycéens, les lycéennes sont assez informés? Est-ce que quelqu'un, aujourd'hui, une jeune femme qui a 16 ans, 17 ans, est-ce qu'elle sait réellement ce que c'est que l'endométriose, si toutefois elle n'en souffre pas? Je ne suis pas certaine. Je suis pas certaine. Je pense qu'on essaie de simplifier ce que c'est cette maladie. Donc, il y a beaucoup de gens maintenant qui en parlent. Il faut aussi bien en parler, c'est-à-dire donner la vraie définition, qu'il ne s'agit pas uniquement de reflux de règles, que c'est une maladie chronique, voilà, où les cellules vont se développer à l'extérieur du corps. Et que, bien sûr que, comme vous l'avez dit, on valorise les démarches qui sont faites de formation des professionnels qui est primordiale, puisque ils font partie de cette prise en charge globale, mais il faut vraiment que les personnes puissent être accompagnées quand elles vont chez le médecin aussi, que les médecins prennent le temps de leur expliquer ce que c'est leur maladie. Donc il faut un juste milieu entre information, ne pas faire peur, mais quand même comprendre qu'une personne qui est bien informée saura vraiment comment gérer sa maladie. Il y aura un impact moins fort psychologiquement aussi, un retentissement moins fort, parce que découvrir ce type de douleur à 13 ans, je peux vous assurer que ça apporte vraiment des challenges, et notamment pour les études. On reste sur toutes les bonnes avancées avec Catherine Vautrin qui a donc annoncé la signature d'un décret pour rendre les tests salivaires accessibles dans 20 hôpitaux supplémentaires. Ils sont aujourd'hui disponibles dans 80 hôpitaux à travers le pays. Ces tests salivaires, on en entend parler depuis quelques temps. Là, ça y est, ça fonctionne. Quels espoirs ils peuvent apporter ? Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à dire que si on ne voit pas d'endométriose dans les imageries, il n'y en a pas. Alors ça, c'est vraiment complètement faux, parce que si je vous parle ne serait-ce que de mon cas, j'ai des douleurs depuis que j'ai 13 ans et j'ai été opérée à 4 reprises. Et je crois que c'est seulement il y a 6 mois qu'on a vu des lésions, et pourtant il y en avait énormément. Donc il faut sortir de ce cadre. Les imageries nous aident à la prise en charge si jamais c'est visible, mais il faut se rappeler que l'examen clinique, si tant est que vous ayez tous les symptômes que j'ai évoqués tout à l'heure, peut tout à fait vous faire penser à une endométriose. Donc on va dire que ça va permettre aux personnes où il n'y a pas de visibilité de l'endométriose sur les imageries d'être prises en charge. Cependant, il faut quand même, dans toute la boucle de prise en charge de l'endométriose, rappeler que si ce test n'est pas analysé correctement et qu'il n'y a pas une prise en charge derrière par les bons médecins, que ça ne risque pas de faire avancer la prise en charge de l'endométriose. Donc c'est un très bon début. Ça permet justement aux personnes qui n'avaient pas de visibilité sur l'endométriose d'éviter sûrement les chirurgies exploratrices qui peuvent être délétères pour la santé et créer notamment des douleurs neuropathiques, et justement de faire gagner du temps dans cette prise en charge. Mais il faut la compléter avec une bonne prise en charge et des bons soins adaptés et multidisciplinaires. Ce qu'il faut dire aussi, et c'est là en fait où c'est compliqué, c'est que l'endométriose ne se révèle pas chez les femmes de la même manière. Et donc là, il y a vraiment un hiatus entre effectivement la maladie, mais les symptômes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ? Exactement, je pense que quand on est jeune, on démarre avec des symptômes de règles douloureuses. Et comme je vous parlais tout à l'heure de la chronicisation de la maladie, vu que les lésions se développent, elles vont toucher au fur et à mesure des années différents organes. Alors certaines femmes sont asymptomatiques et découvrent leur endométriose dans un parcours de souhait d'avoir des enfants. Et là, quand on n'y arrive pas, on se questionne et souvent on tombe sur l'endométriose. D'autres n'en vont pas avoir mal pendant leurs règles. C'est pour ça que c'est important de ne pas limiter cette maladie uniquement à des douleurs de règles. Alors que d'autres vont être impactées très tôt, très jeunes. À 20 ans, des personnes vont vraiment avoir des problèmes de mobilité. Donc c'est l'endométriose en fait en fonction de votre système hormonal se développera différemment, et je pense que c'est vraiment là où on doit axer les recherches pour faire avancer la compréhension de la maladie. Comment c'est possible par exemple que chez moi ça ait démarré à la suite d'une appendicectomie où vraiment les douleurs ont flambé. Comment c'est possible que chez d'autres personnes, il n'a même pas fallu une seule chirurgie pour qu'elles en soient au même point où j'en suis moi actuellement par exemple. Donc c'est vraiment ces questions où je pense que l'avenir nous permettra d'y répondre, et on a hâte en fait de pouvoir comprendre comment se développe la maladie et de trouver des solutions concrètes pour une meilleure prise en charge. Ouais. Il y a aussi une autre question, c'est la place des hommes. Parce que je dois vous avouer humblement qu'en tant qu'homme, on ne sait pas toujours comment épauler notre proche qui est atteinte d'endométriose. On ne sait pas quoi faire parce qu'on ne le ressent pas nous-mêmes. Donc on peut faire un peu moins preuve d'empathie. Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment on peut aider ? Comment on peut épauler ? Comment on peut redonner du goût aux choses ? Alors déjà, je trouve que vous posez la question, c'est déjà une très bonne chose. C'est déjà la première étape de votre intérêt. Et l'émission qu'on fait aujourd'hui
est également importante. Je pense qu'il faut simplement écouter les personnes, de la même manière que dans le soin. Un soignant qui va avoir son expertise, on reste maître de notre maladie et on connaît notre corps. Je pense qu'avant tout, il faut croire et écouter activement les gens. Ils vous diront simplement, si vous posez la question à une personne qui est atteinte, que ce soit votre ami ou une personne, une proche ou votre compagne, vous dira de quoi tu as besoin, comment je peux t'aider. Je pense que la personne saura tout à fait vous aiguiller parce qu'on a des besoins différents. Donc voilà, certaines personnes ont besoin qu'on prenne le relais en termes de charge, de pouvoir se reposer et de gérer ces symptômes sans culpabilité. Donc je pense que l'écoute active, la bienveillance et surtout croire les femmes, parce que je vous assure qu'on n'a absolument aucune raison d'extrapoler nos douleurs. C'est vraiment une maladie extrêmement difficile et compliquée. Votre association s'appelle Endométriose et douleurs neuro. Et vous tenez aux douleurs neuro pour douleurs neuropathiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez tenu à le mentionner directement dans le nom de cette association et surtout ce que c'est ? Alors les douleurs neuropathiques, en fait, elles interviennent quand vous avez donc des lésions qui touchent les nerfs. Donc globalement, aujourd'hui, on sait que l'endométriose peut toucher à peu près tous les organes du corps. Quand vous êtes touché au niveau, par exemple, du rectum, vous avez tout un paquet de nerfs à cet endroit-là qui peut justement vous causer des douleurs sciatiques. Dans mon cas, j'avais de l'endométriose directement sur le nerf sciatique au niveau de la fesse. Donc, dans ce cadre-là, vous avez des douleurs sciatiques, vous pouvez avoir des cruralgies, vous pouvez également avoir des douleurs au nerf pudendal qui vous empêchent d'être assise. C'est également parce que ce symptôme était... au moment où on a créé ce projet associatif, on n'en parlait pas souvent. Donc, en fait, on a vraiment voulu mettre la lumière sur ce symptôme de la même manière que l'infertilité est très impactant. Et qu'est-ce qu'on peut faire en termes de prise en charge? Parce que la prise en charge n'est pas tout à fait la même. Ouais, justement, qu'est-ce qu'on peut faire pour apaiser ces douleurs neuropathiques? Parce que je suis allé chercher un peu sur Internet et j'ai vu de tout. J'ai vu aussi des sites qui disaient atténuer ces douleurs grâce aux plantes. J'avais l'impression que c'était un peu léger comme proposition. Je vous avoue que même si je reste ouverte à tout ce qui peut aider les personnes, voilà, puisqu'on sait qu'hormonalement, il y a des choses naturelles qui marchent très bien, malheureusement, pour les douleurs neuropathiques, je ne saurais vous dire si ça marche. En tout cas, je n'ai rien lu sur le sujet. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui marche le mieux, c'est une chirurgie qui est réalisée par des experts de tout ce qui va être des problèmes de neuropelvéologie. Donc, c'est aujourd'hui, malheureusement, une discipline qui n'existe pas encore en France à proprement parler. Et en fait, pendant ces opérations, il s'agit vraiment d'enlever les lésions au niveau des nerfs, de vraiment faire des exérèses totales, de ne pas laisser d'endométriose au niveau de ces nerfs et de reconstruire le nerf et d'enlever la fibrose. Dans le cas de l'endométriose, quand vous avez des atteintes, les organes se collent entre eux, vous avez des adhérences. Et ça arrive au niveau des nerfs, ce qui a été mon cas au niveau de ma jambe gauche et ce qui a conduit en fait à ce que ma jambe, littéralement, ne puisse plus bouger, puisque les nerfs étaient collés entre eux. Dans le cas de l'endométriose neuropathique, la prise en charge est vraiment primordiale et d'un diagnostic, c'est possible aujourd'hui d'avoir des douleurs au niveau des membres inférieurs et des membres supérieurs dans le cas de l'atteinte des nerfs au niveau du diaphragme. Donc tous les symptômes sont possibles et on fait souvent le lien avec l'endométriose et les douleurs des nerfs, parce que vous avez une majoration pendant vos règles, pendant votre cycle. Si vous n'avez pas de règles parce que vous êtes sous pilule, pendant justement toute cette phase hormonale liée au cycle. Alors, je vous parlais justement de ce traitement par les plantes parce qu'il y a quelque chose de très malsain qui se développe depuis quelques années, c'est ce qu'on appelle l'endo-business. Ce sont tous ces pseudo-médecins, ces rebouteux qui promettent monts et merveilles pour guérir l'endométriose. Je suppose que vous dénoncez ça assez vivement. Exactement. Et ça, c'est vraiment un point très important et je suis ravie que vous l'abordiez. Merci de mettre la lumière sur ça. Aujourd'hui, quelqu'un qui vous dit « j'ai guéri de l'endométriose, je n'ai plus de symptômes », ce n'est pas parce que ça marche pour elle, et tant mieux, j'en suis ravie, que ça marche pour nous. Moi, j'ai vraiment eu un parcours très complexe et pour autant, j'ai réussi à avoir du mieux-être en multipliant la prise en charge, mais avec des choses concrètes, scientifiques. Aujourd'hui, prendre son cas comme une généralité n'a absolument aucun support scientifique. Et même si on sait que la science évolue, même si on a conscience des limites aussi de la science, allons vraiment vers cette compréhension de la maladie plutôt que d'essayer de vendre à des prix exorbitants. En plus, un accompagnement miraculeux que vous trouverez dans des livres qui sont déjà sortis par des autrices qui ont fait énormément de recherches et qui vous aident tout à fait à être accompagnés. Il n'y a pas besoin de dépenser énormément d'argent, on va dire, pour des accompagnements qui n'ont fait la preuve que de la personne qui vous dira qu'elle est guérie. Alors, je voudrais également aborder la question de la reconnaissance de l'endométriose en tant que handicap. Où est-ce qu'on en est concrètement ?
C'est de la même manière que la reconnaissance d'affection de longue durée, ça dépend des cas. Et c'est ça qui est dommageable parce que ça vous fait une pression administrative et une charge administrative, une angoisse en fait face à ce que je vous évoquais tout le long de notre discussion. Ça impacte considérablement les personnes et c'est un handicap invisible conséquent, surtout dans le cadre d'atteintes neuropathiques qui vous empêchent de marcher et qui limitent votre mobilité. Aujourd'hui, malheureusement, ça dépendra de comment vous remplissez votre dossier, si votre médecin vous accompagne bien. Déjà, à ce premier niveau, c'est une bataille pour faire comprendre aux médecins qu'est-ce que c'est les douleurs neuropathiques, etc. Et ensuite, ça dépendra du département, malheureusement, parce qu'on sait qu'il y a une gestion des MDPH départementale. Et c'est souvent des délais extrêmement longs d'attente. Donc je pense qu'on pourra toujours mieux faire sur ce point. Mais j'espère surtout que ce sera la chronicisation et la prise en charge très tôt qui sera valorisée et la compréhension de la maladie pour qu'on n'en ait pas justement besoin d'arriver jusqu'à déclarer un handicap. Alors là où ça bouge aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives locales qui sont faites. Je pense notamment à l'équipe féminine de foot de l'Olympique lyonnais qui a organisé une journée de sensibilisation à l'endométriose. Il y a beaucoup de CHU en région aussi, à Nîmes notamment, j'ai noté, qui accueillent des gens pendant une journée ou une matinée pour leur expliquer un petit peu, dans les lycées également. Donc ça bouge. Comment on pourrait faire encore mieux ? Je pense qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, c'est la science qui doit prendre le relais, c'est la prise en charge et c'est valoriser justement la sécurité des personnes pendant leur prise en charge. Donc malheureusement, si vous voulez, on a malheureusement beaucoup entendu que c'était dans notre tête. Il y a des violences médicales dans le parcours et je crois qu'on peut mieux faire sur ce point-là. Je pense qu'on commence à en parler, excusez-moi, on commence à en parler, mais il faut qu'on rentre vraiment dans le détail de ce qu'on nous propose. Est-ce que c'est adapté par rapport à nos problématiques ? Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, si moi je vais à l'hôpital, comment je vais être reçue aux urgences ? Si jamais j'ai une crise, comment on va m'accompagner réellement ? Est-ce qu'on trouve des solutions ou une fois qu'on a ces limites-là, on renvoie un peu la patiente ? Donc bon, vous exagérez un petit peu. Il faut, je pense, se questionner intelligemment sur les choses concrètes proposées. Ouais. Et justement, pour conclure, si demain vous aviez une baguette magique pour mettre en place ce que vous aimeriez qu'il existe pour mieux prendre en charge cette maladie, demain par exemple, qu'est-ce qui devrait être mis en place là tout de suite, selon vous ? Alors, idéalement, je vous dirais un traitement. Voilà, c'est, je pense, la première chose que je mettrai en place et la formation des professionnels de santé. C'est possible un traitement qui pourrait être un vaccin par exemple, je ne sais pas, est-ce que c'est possible ? Je pense que vu qu'il y a un aspect hormonal, il faudrait qu'on se concentre sur la chronicisation de la maladie et cet aspect hormonal. Alors, je n'ai absolument pas de connaissances scientifiques, mais de ce que je vois, je pense que c'est vers ça où il faut tendre, les origines de la maladie. Et si on y met de l'intérêt, les moyens, je pense qu'on peut y arriver. En tout cas, je suis vraiment très confiante sur ce point. Et ensuite, justement, les soignants aujourd'hui, une formation par rapport à la psychologie de la patiente. Une patiente qui a eu 10 ans d'errance, qui a vu je ne sais pas combien de médecins qui arrivent dans votre cabinet, elle est peut-être un petit peu choquée, un petit peu échaudée. Prenons en charge les patientes avec vraiment leur humanité, tout ce qu'elles sont globalement, et ayant vraiment un rapport équilibré et donnons aussi les moyens aux médecins de pouvoir le faire et de connaître la maladie. Merci beaucoup Lindsay Bacala d'avoir été avec nous ce soir dans le Grand JT de l'Éducation. Je rappelle que vous êtes fondatrice et présidente de l'association Endométriose et Douleurs Neuro. Merci encore. On marque une courte pause. Chers amis, on revient tout de suite dans le Grand JT de l'Éducation. De retour dans le Grand JT d'éducation, on vous propose maintenant de découvrir ou de redécouvrir cette exposition Empreinte Carbone qui se tient jusqu'au 18 mai prochain au Musée des Arts et Métiers de Paris. Anaïs Reynaud, chef de projet de l'exposition, était aux côtés de Virginie Guillaume. De retour dans le Grand JT de l'Éducation, je suis ravie d'accueillir Anaïs Reynaud. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Avec plaisir. Vous êtes chef de projet sur l'exposition Empreinte Carbone au Musée des Arts et Métiers qui se trouve à Paris. Un métier absolument remarquable. Je suis allée très souvent, figurez-vous. Vous vous en fichez, c'est normal. Mais en revanche, ne vous fichez pas de cette exposition géniale qui s'appelle Empreinte Carbone, l'Expo, du 16 octobre 2024
au 11 mai 2025, donc on est en plein dedans, certains l'ont vu, d'autres pas encore, on va en parler. Le musée des Arts Déco retrace l'histoire des innovations de manière générale, l'histoire des techniques aussi, mais parle aussi de l'actualité, car ces innovations, eh bien, on se doute, elles ont eu forcément un impact sur l'empreinte carbone, notamment lors de la révolution industrielle. C'est exactement ça. Donc, le musée des Arts et Métiers, c'est un musée qui a plus de 200 ans, donc c'est un musée qui est assez ancien, qui a des collections assez anciennes qui sont très marquées par la révolution industrielle, notamment les machines à vapeur, tout ce qui est lié à l'exploitation du charbon, du pétrole. Donc des objets qui ont participé à la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui et ce réchauffement climatique qui nous inquiète tous, mais avec aussi un regard contemporain sur la situation. Et c'était tout l'enjeu et l'idée de cette exposition que de relire nos collections et interroger l'histoire des techniques et sa place dans les grandes questions de société aujourd'hui, dont le réchauffement climatique. Oui, grande question de société, parce qu'à l'heure où la désinformation bat son plein, on n'arrête pas d'en parler, des fake news, notamment aussi sur le dérèglement climatique, sur l'empreinte carbone. Il était donc essentiel pour vous de faire le tri, sans faire de mauvais jeu de mots, d'essayer de faire le tri entre la réalité, les réalités et aussi les idées reçues. C'était absolument ça. On est vraiment dans l'idée. Le musée, il a une mission de diffusion de la culture scientifique et technique, de pédagogie. Il a un rôle à jouer dans l'éducation. Et l'exposition, elle a pour but de nous aider en tant que visiteurs à mieux comprendre déjà ce que c'est que le réchauffement climatique, l'empreinte carbone, comment l'empreinte carbone des objets se constitue, et puis de comprendre un petit peu dans son quotidien, dans les choix qu'on fait, dans l'idée aussi de pouvoir mieux décrypter le discours médiatique, de pouvoir mieux réagir aux actualités, et puis peut-être même de passer à l'action et d'imaginer des solutions. Des solutions, un lendemain positif. On peut rappeler peut-être ce qu'est l'empreinte carbone? Alors l'empreinte carbone, c'est d'un objet ou d'une personne, c'est l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre que produit cette personne ou l'objet pour qu'il soit fabriqué. Ces gaz à effet de serre, ils sont, pour ceux qui sont d'origine humaine, ils sont liés notamment au fait de brûler des énergies fossiles, par exemple, et ils vont donc s'accumuler dans l'atmosphère et participer au renforcement du réchauffement climatique. Donc tout le monde a une empreinte carbone. L'idée, c'est maintenant qu'elle soit la plus faible possible et donc de travailler sur nos choix, nos actions individuelles, mais aussi beaucoup collectives. Mais surtout les objets, parce que là, il s'agit surtout d'objets. Si on prend par exemple un objet du quotidien, un frigidaire, je ne sais pas, ou autre chose, est-ce qu'on peut parler de son empreinte carbone et comment elle a évolué au fil du temps? On peut complètement faire ça. D'ailleurs, on en présente un dans l'exposition, donc un réfrigérateur de nos collections. Donc, quand on va faire un peu la cartographie de l'empreinte carbone d'un réfrigérateur, on va regarder de quoi il est composé, quels matériaux, quels métaux, etc. Comment ils ont été extraits, comment ils ont été ensuite travaillés, parce que les métaux, quand ils sortent de la mine, ils sont pas prêts à l'exploitation, à être mis en objet. Donc, et après, comment l'objet est assemblé. Souvent, ils voyagent beaucoup. Par exemple, les smartphones, ils font 3 à 4 fois le tour de la planète avant d'arriver chez nous. Et puis après, quelle énergie est nécessaire pour le faire fonctionner? Un réfrigérateur, c'est branché tout le temps, en fait. Quand il y a une panne, on le sait tous, le congélateur n'apprécie pas trop. Donc on a une empreinte carbone qui va aller de sa fabrication jusqu'à son utilisation, et puis même aller jusqu'à sa fin de vie. Qu'est-ce qui va se passer quand il va être jeté, quand il va aller à la casse, à la décharge, et quelles opérations vont être nécessaires pour le traiter en tant que déchet? Oui, par exemple, là, en l'occurrence, le frigidaire, c'est un objet dont on ne peut pas se passer a priori, en tout cas difficilement pour les sociétés dans lesquelles on est. Comment on fait justement pour que cet élément qui a pu l'être et pollueur ou a été pollueur devienne quelque part en carbone négatif. Alors, comme ça. Il ne le sera jamais complètement. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est essayer d'améliorer sa durée de vie. Quand il est cassé, quand il tombe en panne, ne pas jeter systématiquement, mais réparer soi-même ou faire appel à un réparateur, à la filière de la réparation. Pourquoi pas aussi acheter de seconde main? Est-ce qu'on a besoin d'un réfrigérateur neuf ou est-ce qu'on peut aller sur un réfrigérateur reconditionné? Donc c'est un objet qui aura déjà servi, donc son empreinte carbone, elle aura déjà été en partie utilisée par quelqu'un d'autre avant, donc ça permet déjà d'avoir moins de déchets et puis d'avoir un objet qui est lui-même déjà un peu plus propre, et puis militer aussi pour que les réfrigérateurs soient mieux fabriqués, plus durables, moins gourmands en énergie, fabriqués avec des matériaux plus responsables, etc. Donc on a plein de leviers d'action, certains qui sont peut-être plus faciles à apprivoiser que d'autres, mais on a plusieurs solutions, même pour un réfrigérateur dont on ne se passera pas. Voilà. Comment on sort de l'idée de la guerre idéologique face à une société
sociétés de consommation, face à des sociétés qui veulent continuer à vivre et survivre, et donc du coup fabriquer des frigidaires pour qu'ils soient justement utilisés un maximum, et puis en même temps préserver cette planète finalement que l'on chérit. Je crois si on avait la réponse, on aurait peut-être fait une exposition très différente. On l'a pas tout à fait. Ce qu'on propose, c'est plutôt de montrer les différents types de solutions. Comme je le disais, il y en a qui passent par l'amélioration technique des objets, faire en sorte que les objets consomment moins. Et c'est dans plein de domaines déjà le cas. Par exemple, une ampoule aujourd'hui, elle consomme beaucoup moins qu'une ampoule il y a 20, 30 ou 40 ans. Donc ça, c'est plutôt un signe positif. Par contre, une fois qu'on a cette ampoule chez nous, est-ce qu'on a besoin de laisser la lumière toujours allumée? Est-ce qu'on peut travailler à ce que ce soit plus économe? Et est-ce qu'on peut peut-être se remettre à réparer cette ampoule? Donc il y a à la fois une réflexion sur nos besoins, sur nos attentes des objets qui nous entourent. Est-ce qu'on en a besoin? Est-ce qu'on a besoin qu'il soit si rapide, qu'il arrive si vite chez nous, qu'il soit si performant? Et une réflexion eux-mêmes sur les objets et leur capacité. Génial. L'exposition, elle aborde donc cette question effectivement de l'empreinte carbone tout au long de cette histoire que nous avons vécue. Et on peut l'imaginer jusqu'à une date qui reste symbolique, qui est 2050, mais qui est extrêmement proche, 2050. Oui. Est-ce qu'on peut imaginer justement cette neutralité carbone donc pour 2050? Alors, on l'imagine, et puis surtout, on s'appuie sur ceux qui l'ont imaginé pour nous. Donc, notamment l'ADEME, qui est vraiment l'Agence nationale pour la transition écologique, elle a travaillé sur des scénarios pour que la France atteigne la neutralité carbone d'ici 2050, donc dans le cadre d'un grand plan national. Et c'est des scénarios, comme vous le disiez justement, certains sont très basés sur le pari technologique. La technologie, l'investissement dans la technologie va nous permettre à la fois de réduire nos émissions et puis même de réparer ce qui a été déjà un peu abîmé. Et de l'autre côté des scénarios, il y en a 4. Le scénario vraiment de la frugalité, où on va vraiment beaucoup réduire nos déplacements, nos usages, nos recours au neuf, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que l'ADEME, elle propose pas de direction unique, elle propose des tendances dans lesquelles les décideurs vont pouvoir puiser pour essayer de construire quelque chose de vivable. Après, la neutralité, c'est quand même compliqué. On ne sait pas si on l'atteindra. On peut juste espérer déjà infléchir pour que la situation soit moins dramatique, mais ça reste quand même un sacré défi. Oui. Et au moins sensibiliser le public. Alors justement, ce public, il arrive au musée des Arts et Métiers pour tous les âges, j'imagine? Pour tous les âges. Alors, il faut quand même être un petit peu grand. Nous, on a notamment un parcours jeune public qui est, quand on est petit lecteur, c'est-à-dire vers 6-7 ans, primaire. Après, on a conçu l'exposition pour que l'expérience en famille, elle soit vraiment agréable, même quand on a des enfants en très bas âge. On a beaucoup de dispositifs où on joue, on pousse, il y a des lumières qui s'allument, on tamponne, on relie des ficelles. On a vraiment imaginé une médiation qui accompagne l'exposition, qui fait qu'on est aussi actif, que c'est pas un exposé, c'est pas un discours qui nous tombe dessus. C'est vraiment une visite dynamique. Enfin, on l'a vraiment voulu comme ça. Et normalement, quand on visite l'exposition, on se parle, on regarde ce que l'autre a fait, on échange, on rigole, on fait parfois tomber des choses par terre. Enfin, donc c'est un musée vivant, mais c'est important de le dire quand même, parce qu'on peut aussi avoir peur effectivement de venir avec ses enfants dans un musée. Là, en l'occurrence, on est avec des objets, avec ce qui est très vivant, et donc du coup, on peut échanger. Ça veut dire qu'aussi, cette exposition, au fur et à mesure du parcours, amène des discussions précises et peut-être... On aimerait bien, on laisse les visiteurs les créer, mais oui, l'idée, c'est vraiment que la réflexion, elle se construit au fur et à mesure de la visite, et puis qu'ils amènent leur expérience, leurs idées. On a une partie sur l'alimentation, par exemple, et où chacun peut parler de ce qu'il a envie de manger et pourquoi il pourrait peut-être changer, peut-être pas trop changer. Enfin, c'est... Des ateliers qui sont prévus au sein, effectivement, de l'expo? On a des ateliers et des visites, donc notamment tous les week-ends. On a une visite guidée qui est vraiment un temps d'échange, puisqu'on a un médiateur ou une médiatrice qui accompagne la découverte de l'exposition, puis qui relance, qui crée du débat et des échanges au sein du groupe. Et puis, on a plusieurs ateliers plutôt visant un public familial pour apprendre. On en a notamment un où on vient faire de la gravure sur Tetra Pak. La gravure sur Tetra Pak, c'est sympa ça. Pourquoi alors? Parce que ça nous permettait de travailler à partir d'une matière de seconde main, c'est-à-dire que toutes les briques de lait qu'on boit depuis le début de l'exposition, on les nettoie et après on les amène au musée. Et en fait, à l'intérieur du Tetra Pak, il y a une feuille de métal et on peut graver cette feuille-là et vraiment faire des impressions comme si on gravait du métal ou du bois et fabriquer des cartes de vœux, des petites images, etc. Donc on apprend aussi à valoriser ce qui est d'habitude
d'habitude jeté directement comme un déchet. Donc l'occasion, pourquoi pas, pour les professeurs de physique ou de SVT, de venir parler aussi de sciences autrement, effectivement, au sein du musée. Autre point, et quand même, et pas des moindres, c'est cette symbole de la bouée, avec cette sculpture de Damia qui est située, c'est ça, devant l'esplanade du musée? Alors oui, donc sur le parvis du musée, donc le musée a une super belle situation au carrefour de la rue Réaumur, c'est très beau, on a le chevet de l'église et on a placé une bouée, donc une bouée de marine. Énormissime, hein. Oui, voilà. C'est ça, j'ai vu 2 mètres de diamètre. Elle fait 2 mètres de diamètre, elle fait quasiment 4 mètres de long, donc, et elle est bleue, donc elle est immanquable sur le parvis. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est composée en partie de déchets plastiques, notamment de déchets marins ou de déchets urbains, et elle est recouverte d'une peinture qui capte le CO2. Donc moi, je l'appelle un peu une sculpture active en quelque sorte, parce que tout au long de sa présence et de son installation devant le musée, elle va elle-même capter du CO2 et contribuer modestement à la réduction de l'empreinte carbone générale du quartier. Voilà. Donc pour le coup, grâce à cette bouée, on pourrait dire à la fin de l'exposition qui dure donc 7 mois qu'on aura un carbone négatif. Alors sur la bouée, oui. Sur l'exposition, même si on a essayé d'être hyper performant, on aura un petit bilan. Voilà. Le symbole de la bouée est fort. Oui. Le symbole de la bouée est évidemment fort. Donc on le voit bien, à la fois les ateliers, à la fois des expositions d'objets très symboliques mais très forts. L'occasion de parler effectivement de cette empreinte carbone, de l'engagement évidemment aussi pour les plus jeunes et pour les familles. Bref, une exposition à faire ou refaire activement au musée des Arts et Métiers qui a déjà démarré et qui est jusqu'au... Pardonnez-moi. Alors, elle était jusqu'au 11 mai, elle sera prolongée jusqu'au 18 mai. Voilà. Bon, voilà, 18 mai. Merci beaucoup. Merci 1000 fois, Anaïs Reynaud, d'être venue sur le plateau du Grand JT plaisir. nous parler de cette expo. Merci beaucoup Virginie et merci également à Anaïs Reynaud de nous avoir fait découvrir cette exposition. Et justement, Guillaume Buand nous a rejoint pour nous parler d'une autre exposition à ne pas manquer et celle-ci c'est sur Alfred Dreyfus. Tout à fait, ça se passe au musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris. En fait, il y a près de 20 ans, à l'occasion du centenaire de la réhabilitation du capitaine Dreyfus, le mage comme on l'appelle, présentait l'exposition Alfred Dreyfus, le combat pour la justice. Et aujourd'hui, le musée a décidé de revenir sur cette affaire pour rappeler cette fois-ci les grandes étapes de ce moment crucial de l'histoire de France qui va susciter d'un côté la consolidation de la République et de l'autre, la loi de la séparation des églises et de l'État. Le nom de cette exposition, c'est Alfred Dreyfus, vérité et justice. Alors pourquoi justement mettre en avant une nouvelle exposition autour de ce thème? Réponse d'Isabelle Kahn, elle est historienne de l'art, elle est conservatrice aussi générale honoraire du musée d'Orsay, puis c'est la co-commissaire de cette exposition, c'était au micro de France Culture. Cette exposition bénéficie de nouvelles recherches, de nouvelles découvertes d'archives, d'écrits d'Alfred Dreyfus. Nous voulions peut-être jeter un autre regard aussi sur cette histoire ou peut-être raconter l'histoire un petit peu autrement, la contextualiser. C'est aussi l'atmosphère d'une époque. Pourquoi cette histoire, au fond, ce complot peut être possible? On a voulu aussi raconter cette histoire à la première personne qui est celle d'Alfred Dreyfus. Donc il y a pas mal de citations qui accompagnent les principales sections et qui permettent aussi une vision personnelle. Il y a quelque chose d'émotionnel aussi qui passe dans l'exposition. Alors, vous qui nous regardez, la question que vous posez, c'est qu'est-ce qui vous attend? Je vous propose, pour tout savoir, d'écouter la réponse une nouvelle fois d'Isabelle Kahn. L'exposition s'est construite autour d'archives. Il y a plus de 250 documents d'archives, de lettres, de manuscrits, de photographies, mais également autour d'œuvres d'art, une 60aine d'œuvres d'art. Nous avons voulu conjuguer en quelque sorte la vérité et la beauté, l'esthétique, puisque un certain nombre d'artistes se sont engagés. Jacques-Émile Blanche, par exemple, a contribué avec des œuvres d'art, ou encore Gustave Caillebotte, Camille Pissarro. C'est un nom qui peut parler à certains d'entre nous, encore Félix Vallotton, ou encore Édouard Vuillard, voilà pour quelques œuvres que vous pourrez découvrir. Mais comment est-ce qu'elle s'articule concrètement, cette exposition? En fait, elle est chronologique sur l'affaire, mais aussi sur la vie d'Alfred Dreyfus. Donc déjà, on a sa naissance en Alsace, ses études, et puis le choix qu'il fait de devenir officier pour la France. La naissance aussi de l'information, la prospérité de la presse, les grèves, les manifestations également qui ont eu lieu dans le pays, mais aussi la mise en lumière d'une époque et d'une république qui est fragile, qui est marquée par la montée du nationalisme, encore du populisme, du chauvinisme,
de la xénophobie et puis de l'antisémitisme. Ensuite, il y a le début de cette affaire Dreyfus, cette femme qui est une femme de ménage de l'ambassade d'Allemagne à Paris, qui a été rétribuée par les services secrets militaires et qui communique à l'état-major une lettre de renseignement qui sera désignée sous le nom de bordereau. Pour le général Mercier de l'époque, un ministre de la guerre, l'identification, la condamnation en fait du traître est le seul moyen de sauver lui son avenir politique qui est menacé. Une enquête qui sera donc bâclée et ce sera donc Alfred Dreyfus qui sera accusé et du jour au lendemain il va perdre en fait ce qu'il avait de brillant, comme on disait, brillant stagiaire qu'il l'était pour devenir le traître. Ensuite il y a ce fait que Dreyfus clame toujours son innocence et qui est condamné à la dégradation et donc à la déportation perpétuelle. On en parlera aussi avec des œuvres et sa condamnation, cette peine maximale dans cette enceinte fortifiée. Les 5 années qu'il a passées sur l'île du Diable, où il a notamment écrit, on va en reparler dans quelques instants, au large de la Guyane, ancien bagne devenu campement de lépreux. Il a encore une fois clamé son innocence en écrivant des dizaines de lettres au président de la République, en continuant d'être soutenu aussi par sa compagne, par certains médias. Et puis arrive la fin, son procès et sa réhabilitation. L'exposition, en fait, elle raconte l'affaire avec Dreyfus, c'est un peu la différence, en replaçant le principal protagoniste au centre de cette affaire, grâce à de multiples écrits, dont notamment ceux qui sont inédits et qui sont extraits d'une publication, notamment de ses œuvres complètes, qui s'appelle la publication de ses œuvres complètes aux éditions Les Belles Lettres. C'est une nouvelle approche, en fait, qui vous est proposée, qui corrige un peu l'image de Dreyfus, effacé, spectateur passif de sa propre affaire. C'est ce qu'explique notamment Philippe Auriol. Il est directeur scientifique à la maison Émile Zola Musée Dreyfus. Il est spécialiste de cette histoire et de cette affaire. Et il est lui aussi co-commissaire de cette exposition au micro de France Culture. Quel personnage étonnant il est, quelle plume il a aussi, et de montrer la force de l'écrit et la manière dont il a pensé que l'écrit était non seulement un moyen de résister, mais aussi un moyen de transmettre derrière, et ça c'était vraiment important, et puis de montrer que ce personnage est vraiment le principal protagoniste de sa propre affaire. Par exemple, dans ses œuvres complètes, on publie des pages qui étaient presque inédites et qui sont les notes prises au jour le jour par Alfred Dreyfus avant et pendant son procès de 1894 à destination de son avocat, et où en fait on voit un Dreyfus qui mène le combat. C'est-à-dire que c'est lui qui mène, c'est lui son propre avocat en fait. Et c'est une exposition qui fait évidemment écho à ce que nous vivons au quotidien depuis plusieurs mois, c'est-à-dire ce regain, ce retour de l'antisémitisme. Tout à fait, et c'est justement un peu ce qu'explique et ce que craint justement Philippe Auriol, et c'est ce qu'il souhaite transmettre justement aux spectateurs. Écoutez. L'idée, c'est de montrer non seulement les vertus émancipatrices de la République, c'est-à-dire qu'un jeune Israélite, comme on disait à l'époque, peut devenir général, voire même, c'eût été imaginable, ministre de la guerre, même si les ministres juifs en France, ça n'a jamais été simple. Et à côté de ça, bien évidemment, de montrer quelque chose aussi qui a quand même de l'écho chez nous aujourd'hui, c'est que même s'il y a une unicité de l'antisémitisme, qui est quelque chose qu'on peut pas discuter, l'antisémitisme et le racisme ne fonctionnent pas de la même manière, puisqu'en fait, ils fonctionnent à l'envers, si on veut bien réfléchir, l'un par rapport à l'autre. Mais qu'en tout cas, à la fin du 19e aussi, et d'ailleurs, j'ai un peu, moi, le sentiment que c'est en train de redevenir comme ça, c'est que l'antisémitisme s'inclut aussi dans quelque chose de beaucoup plus large qui s'appelle tout simplement la xénophobie, et que le juif est un métèque au même titre que l'italien, si on veut garder l'exemple de Zola. Et c'est quand même intéressant de voir que cet antisémitisme, si on prend la libre parole, le sous-titre de la libre parole, c'est la France aux Français. Le journal antisémite a ce sous-titre-là. Et là, c'est intéressant, et je pense que les scolaires, la plupart du temps, qui, comme tous les Français, viennent de partout, puisque la France a été constituée de cette manière-là, moi, je le vois au musée, ça les fait beaucoup réfléchir. Alors un antisémitisme, vous l'aurez compris, qui était présent, et grandement présent même d'ailleurs au 19e siècle. On le retrouve encore malheureusement, pour vous donner quelques chiffres communiqués. Il y a quelques jours de cela, on rappelle qu'on comptabilise 1570 actes antisémites en 2024. Il y en avait eu plus de 1673 en 2023. C'était d'ailleurs une année record, c'était 2 à 3 fois plus que les années passées. Là aussi, 65% des actes antisémites recensés étaient des atteintes aux personnes, 35% des atteintes aux biens. Et puis certains, c'est des actes notamment de faits de violence. Et puis le rapport recense aussi qu'il y a ce genre de cas au sein de l'école, 192 cas et actes antisémites dans le milieu scolaire, 12% au total. Le ministère de l'Éducation nationale a constaté là aussi dans un rapport qui a été publié à l'automne dernier une forte hausse de ces actes antisémites, 3600 actes racistes recensés, donc plus de la moitié qui avaient un caractère antisémite, que ce soit dans les paroles ou encore dans des faits de violence, une hausse qui s'explique
s'explique notamment en grande partie avec le conflit israélo-palestinien, les opérations à Gaza, ces attaques terroristes donc du 7 octobre 2023. C'est ce que disait en fait aussi Isabelle Kahn, la co-commissaire de cette exposition. L'objectif, c'est qu'elle soit accessible aux jeunes et surtout qu'ils puissent se poser des questions lorsqu'ils viennent et qu'ils puissent comprendre, décrypter, démonter aussi certains préjugés. C'est l'objectif de cette exposition. Il y a d'ailleurs pas mal de place qui est faite notamment pour les scolaires. Et pour cela, il y a des colloques, des conférences, la diffusion de films également. Vous avez jusqu'au 31 août pour pouvoir en profiter. Plein tarif 13 €, tarif réduit de 5 €. C'est gratuit pour les moins de 18 ans. Donc rendez-vous à Paris, donc dans ce musée d'art et d'histoire du judaïsme. Merci beaucoup Guillaume, merci infiniment. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le ZAP. Lisa, vous êtes donc avec nous aujourd'hui à la fois en tant que chroniqueuse et en tant qu'experte. Ces superbactéries, déjà, j'ai présenté de manière très large ce que c'est, des bactéries qui résistent aux antibiotiques, c'est ça? Est-ce qu'on a plus d'informations là-dessus? Exactement. Alors, je ne suis pas scientifique, donc je ne vais pas partir dans de grandes explications. Effectivement, ce sont des bactéries qu'on dit multirésistantes aux antibiotiques et qui donc causent des infections assez graves et qui sont extrêmement difficiles, voire impossibles à soigner avec les antibiotiques dont on dispose aujourd'hui. Et du coup, elles peuvent entraîner, du fait qu'on ne puisse pas les soigner aussi facilement, un taux de morbidité beaucoup plus important pour toutes les infections qu'elles génèrent. Pendant 10 ans, des chercheurs ont donc réfléchi, Lisa, et fait des expériences pour trouver une explication à la résistance de ces bactéries. Et puis, un beau jour, très récemment, l'intelligence artificielle de Google a trouvé la même idée, la même hypothèse en seulement 48 heures. Et ça, c'est une première? Alors, oui et non. C'est-à-dire que l'IA, elle a déjà été utilisée dans d'autres circonstances pour trouver des hypothèses scientifiques. Ça, c'est pas du tout une nouveauté. On peut remonter déjà, par exemple, ne serait-ce qu'en 2020, où cette année-là, des chercheurs du MIT ont pu découvrir une nouvelle antibiotique qui s'appelle l'alicilline et donc qui est capable, en fait, justement, de tuer des bactéries résistantes, alors que les chercheurs humains n'avaient pas trouvé cette molécule auparavant. Donc, c'est quelque chose qui existe déjà. Là, ce qui est intéressant, en fait, c'est plutôt le fait qu'effectivement, cette IA, qui est basée sur Gemini 2, l'agent, le multi-agent, proposé par Google, ce qui est intéressant, c'est que là, elle est effectivement arrivée au même résultat que les scientifiques en 48 heures, alors qu'eux, il y avait 10 ans de recherche derrière. Qu'est-ce qui vous a marqué, justement, les interrogeants, à commencer par Max? Est-ce que c'est le fait qu'ils soient si attachés, au final, à leur école, à leur terre, à leur pays? Ce qui me marque le plus, c'est que ce sont des enfants, en fait, et qu'ils parlent comme des adultes. Ce qui m'a le plus marqué, c'est que ces enfants sont traumatisés et qu'on ne voit pas forcément le traumatisme. Ce qui m'a marqué, c'est que malgré la menace de mort, les enfants continuent à vivre ou à retourner en Ukraine. En fait, c'est courage, en fait, inexplicable, que je ne pourrais pas le décrire, le verbaliser, mais c'est ça qui marque le plus. Et cette détermination, en fait, le pays va gagner, on va y revenir, on va reconstruire notre pays. Paf, vous vous dites... Qu'est-ce qu'elle dirait? Qu'est-ce qu'elle ferait? Elle est là tout le temps, en fait. Oui, elle les a éduqués avec vous, en fait. Elle les a éduqués avec moi. D'abord, je suis très croyant. Je suis persuadé qu'elle est, si elle est partie, qu'elle est toujours là. C'est ce que je dis à mes enfants. D'abord, pour leur dire que c'est que disparaître comme ça physiquement, c'est pas disparaître de la vie de quelqu'un. Donc, je leur dis que notre croyance ils sont très croyants aussi. Moi, j'ai été élevé comme ça. Ma femme l'était aussi. Les enfants le sont aussi. C'est très pratique, heureusement, de croire en Dieu, parce que ça vous permet de... C'est un bon argument. Il y a le pari de Pascal, oui, et puis il y a l'argument Pérez. Ouais, c'est pratique. Oui, c'est pratique, parce que ça résout pas mal de questions. En tout cas, ça répond à pas mal de questions. Et donc, je dois dire que moi, je m'y suis accroché, et j'ai eu... Alors, après, je ne suis pas Berlindé de Soubirous, mais j'ai eu la preuve vivante à la fois que Dieu existe, et que surtout, ceux qui sont partis nous font des signes. Dans le deuxième livre, je racontais d'ailleurs le signe que j'ai reçu de Lydie. Donc voilà, je martèle cela à mes enfants, et puis oui, c'est pour moi extrêmement important de dire que je vais associer ma femme, et je leur dis, et j'ai promis à ma femme sur son lit, au moment où elle disparaissait, je lui ai promis de faire comme on se l'était dit tous les deux quand on a créé cette famille. Pendant un mois, un supplément d'un quotidien italien sortira en kiosque et en version numérique, avec une particularité,
étonnante. Il sera entièrement écrit par une intelligence artificielle baptisée Il Foglio AI, pardonnez mon accent italien. Ce projet est présenté par le média milanais Il Foglio comme une expérience visant à comprendre comment l'intelligence artificielle peut passer de la théorie à la pratique dans le domaine de l'information. Alors au-delà de la simple, et c'est déjà pas mal, curiosité technique, cette initiative, vous vous en doutez, soulève des questions fondamentales et on en parle avec vous, Lisa. D'abord, déjà, votre réaction peut-être en tant que journaliste face à la publication par Il Foglio d'un quotidien entièrement rédigé à l'intelligence artificielle. Eh bien écoutez, si je dois défendre tout de suite mon précaré, forcément j'aurais tendance à dire que ça m'inquiète un petit peu, hein, voilà, pour l'avenir du métier. Après, de manière générale, je trouve que au-delà du métier de journaliste très spécifiquement, ça interroge sur le monde du travail de manière générale, hein, puisque l'IA est en train de peu à peu grignoter des petites tâches à droite, à gauche. Ça vient toujours en support pour l'instant, mais forcément ça inquiète les gens et en même temps j'ai pas envie d'être alarmiste parce que je reste persuadée que l'IA ne reste qu'un outil et qu'elle ne peut pas remplacer l'humain. Après, si on revient spécifiquement sur le cas du journalisme, forcément, ça pose des questions sur l'originalité des contenus générés, sur la fiabilité des informations qui sont données par cette IA. Et puis, il y a aussi un autre petit aspect qui, moi, m'a interpellée, c'est que quand même, Il Foglio a décidé donc de publier donc du contenu 100% IA, d'assumer que cette IA pouvait potentiellement faire des erreurs, de laisser ces erreurs sur le site et d'inciter les lecteurs, en fait, c'est un projet un petit peu participatif, inciter les lecteurs à souligner quelles sont les erreurs. C'est bien ça. Voilà, et du coup, je trouve que là, effectivement, c'est extrêmement intéressant. Comment ça se passe l'école en temps de guerre ? L'école en temps de guerre, en fait, ça dépend de ta chance, ça dépend où tu habites, en fait. Si tu habites loin du front, comme ma cousine, comme à Lviv, l'école, elle est ouverte. Donc, les enfants peuvent aller physiquement à l'école. L'école, elle n'a jamais pratiquement fermé les portes. Mais dans les villes préfrontalières, en fait, c'est compliqué parce qu'il y a une menace permanente. Vous avez pu voir dans le documentaire que Poutine, il vise directement les établissements scolaires. Il vise directement l'enfance. Il veut détruire l'identité ukrainienne. Il veut détruire l'avenir de l'Ukraine. Donc, il s'attaque directement à l'enfance. Et là-bas, par exemple, Kharkiv, c'est la ville que je peux parler parce que c'est là que j'ai filmé. Elle est menacée tous les jours. Il y a des menaces quotidiennes. Quand on était avec Philippe Lani sur place, il y a des alarmes qui ne s'arrêtent pas. Donc, il y a en permanence qui sonne, en fait, et c'est horrible. Et donc, les écoles là-bas sont fermées. Vous savez ce que c'est Covid, vous savez ce que c'est faire l'école à la maison, vous savez ce que c'est l'enfermement. Et en Ukraine, donc c'est 2 ans de Covid plus 3 ans de guerre. Donc ça veut dire que l'enfant voit plus de profs, il voit plus d'enfants en fait, il a plus de lien social. Son lien social. La scolarité s'arrête net. Scolarité ne s'arrête pas, c'est ça. Donc on continue à faire l'école en ligne, mais ce que les autorités ont décidé, c'est d'aménager les stations du métro. Donc, quand j'ai tourné, il y avait 5 stations du métro qui étaient aménagées. Aujourd'hui, il y en a 7. Et en plus de ça, ils ont construit ou réaménagé, je ne me souviens plus trop, d'autres bâtiments souterrains qui peuvent protéger les enfants des missiles. Et du coup, ils font une espèce de turnover, en fait. C'est pas tous les jours que les enfants vont à l'école physiquement, dans le métro, physiquement, mais c'est tous les 2-3 matinées ou l'après-midi par semaine pour que le plus grand nombre d'enfants puissent aller physiquement à l'école. Voilà, moi j'ai un caractère un peu impétueux, je réagis très vite au quart de tour comme on réagissait quand j'étais enfant avec les miens. Et je sais que Lydie, c'était totalement différent. Elle prenait le temps de la réflexion, elle était beaucoup plus sage probablement dans ses réactions. Et du coup, à chaque fois parce qu'évidemment, quand on a un adolescent plus des filles qui on va dire 2 mots, tout n'a pas été simple tous les matins. Non, ça n'a pas été simple. Bah oui, d'abord parce que Harold, il faisait un peu les 400 coups à ce moment-là. Leur douleur était telle que il voulait à la fois ne pas me créer de problèmes et à la fois il ne pouvait pas s'empêcher d'en créer aussi. Donc il fallait que... Eh bien oui, j'ai dû travailler beaucoup sur moi pour ne pas réagir à la Roland. J'ai dû réagir à la Roland Lydie. Parfois, si je puis me permettre, il y a un tantinet d'exagération aussi quand même. Je pense à un passage où vous appelez Lydie, où les mannes de Lydie à la rescousse quand les choses se compliquent, par exemple avec Harold, qui est quand même très doué pour faire un peu tout et n'importe quoi, il faut le dire. Je vous cite, ta mère te voit, elle t'entend, et elle n'est pas fière de toi.
telle la pluie du ciel, elle verse des larmes de honte. Oui. Des fois, oui, parfois je vais un peu loin. Je vais un peu loin pour créer, une réaction, pour créer quelque chose qui doit lui parler. Parce que j'imagine que si sa mère avait été là, on aurait été tous les deux à lui dire des choses. Là, j'étais le seul à lui dire, donc j'ai la parole. Alors, j'abuse probablement un peu de cette parole. Je pense que il y a un côté théâtral que vous aimez bien. Oui, et puis je pense que parfois il faut exagérer le trait pour que les enfants comprennent quelque chose. Oui. Voilà pour le Zap. Un grand merci d'avoir été avec nous ce soir encore. Aujourd'hui, évidemment, l'équipe qui vous a accompagné, c'est Théo Boscar à la réalisation, au son, Saïd Mamou, au maquillage, Laure Redemont, Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction. Et juste à côté de moi, il n'est pas encore parti, c'était évidemment Guillaume Buan pour l'actualité du jour et sa chronique autour de cette exposition Affaire Dreyfus. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve dès lundi. Bye bye. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Microsoft.